TGBO, la coupure électrique mondiale. Vidéo numéro 16, jour 81 au jour 122. Auteur Amar Belmostefawi. Artiste, illustratrice Karen Gallego. N'oubliez pas de partager ce contenu avec vos proches. Bonne écoute et bon visionnage à vous. Jour 81. Coupure électrique. Coupure électrique réalisée à 17h. Le fléau recommençait. Que devait penser et ressentir la population à cet instant ? Aucune communication n'était venue rassurer la population depuis que nous avions activé les machines. Même Internet avait été comme coupé. Donc, impossible de communiquer avec le reste de la famille habitant à la frontière. Ma famille et moi, nous étions complètement désemparés. Nous ne savions plus quoi faire. Nous avions fait notre maximum. Nous avions fait de nombreux trajets pour prévenir à qui de droit notre découverte des cubes. Nous avions tellement bravé de dangers. Nous n'avions plus de nouvelles de nos 2 acolytes partis la veille. Impossible de savoir s'ils étaient bien arrivés à destination ou pas. Le mauvais temps était présent. Maintenant, nous devions penser à notre devenir, résister à l'hiver qui se profilait. Après la récupération d'eau, il fallait aussi prévoir de quoi se chauffer. L'avantage du poêle à granulés qui chauffe la maison, c'est qu'il peut aussi accueillir du bois. Nous avons donc passé pas mal de temps à chercher du bois, à le couper et à le ranger au sec. Nous étions maintenant 4 membres de la famille à organiser notre survie. Il fallait également vérifier que les poules soient à l'abri des intempéries et surtout de l'humidité. Nous avons recouvert le toit du poulailler avec une bâche, tapissé plus généreusement de paille et nettoyé plus régulièrement les pondoirs. Nous devions surveiller qu'elles soient suffisamment hydratées. Nous devions aussi les nourrir de tous les déchets alimentaires, sauf la viande rouge. Nous avions également des grains concassés. Nous étions informés qu'en période hivernale, les poules pondent moins souvent. Nos journées allaient être chargées et il ne fallait pas se laisser abattre. Notre objectif premier était de garder la santé, boire et manger à notre faim, être en sécurité. Les fameux besoins primaires. Nous avons donc fait tout ce qui nous semblait être bon pour être le moins possible soumis au froid. Nous avons aidé notre mère à entretenir le jardin. Nous avons de nouveau envisagé des situations de repli en cas d'attaque. Nous les répétions régulièrement pour ne pas avoir à réfléchir en cas de situation d'urgence. Par contre, nous étions conscients que si les mercenaires nous retrouvaient, nous n'avions que très peu de chances de nous en sortir. Nous avons fait le point sur le stock de médicaments à notre disposition. Cela était notre hantise. Tomber malade ou se blesser. Chaque jour était différent. Et plus nous nous rapprochions de la fin de l'année, plus les jours étaient courts. L'autre priorité, garder une hygiène irréprochable. Nous avons dû répéter inlassablement les mêmes gestes tout en économisant le maximum d'eau. Et bien évidemment, nous nous sommes pesés régulièrement afin de surveiller notre poids. Jour 112. Ma mère malade. Cela fait un bout de temps que je n'ai pas écrit. Un peu plus d'1 mois. Aller chercher du bois sollicite pas mal d'énergie. Les journées sont courtes mais pas de tout repos. Ma mère est tombée malade. Nous pensons à une grippe. Le seul conseil médical que nous possédons, c'est une encyclopédie médicale. N'ayant pas les médicaments à notre disposition, nous avons tenté notre chance dans les pharmacies. Mon frère cadet et moi, nous avons décidé de faire une expédition dans tous ces endroits, sans succès. Nous sommes revenus bredouilles. Nous nous sentions impuissants face à cette situation. Nous avons croisé des corps morts, sans vie, à même le sol. Nous n'avons pas cherché à savoir comment ces personnes étaient décédées. Nous faisions attention où nous mettions les pieds et les mains. Nous ne voulions pas devenir malades à notre tour. Nous avons été très attentifs pour ne pas être vus et surtout, ne pas être suivis. Malgré tout, cela ne nous a pas empêchés d'entendre des coups de feu ou de se faire courser par des cannibales. Mon petit frère a pensé à une clinique et à un hôpital. Nous avons opté pour cette option. Nous avons décidé de nous y rendre le lendemain. Jour 113. Un espoir de guérison. L'état de santé de ma mère ne s'arrange pas, bien au contraire. La situation devient urgente. Nous nous sommes rendus dans ces 2 centres hospitaliers, rien. Les gens ont tout saccagé. C'est effrayant de rentrer dans un grand bâtiment dans lequel on pouvait croiser des morts, ou pire, une bande à la recherche de nourriture. Il y avait un autre hôpital, à 27 km de notre maison familiale. Ce centre se trouvait au milieu de nulle part, sur un axe routier très fréquenté à l'époque. J'ai proposé de me rendre seul sur les lieux. Tout le monde s'est opposé à mon idée. Mon frère voulait m'accompagner. Ma mère s'objectait que je m'y rende tout court. J'ai dit que j'allais y aller en courant. Je suis un coureur régulier. Je cours 1 fois par semaine en temps normal. Je cours généralement en musique,
sorte de dopant contre la souffrance liée à l'effort physique. Par contre, je ne savais pas si je tiendrais sur une route vallonnée et sur 27 km. Il faisait un temps neigeux. Je devais trouver le bon compromis au niveau vestimentaire et charger mon sac à dos du strict minimum. Jour 114. Ma course folle. J'ai embrassé ma famille et je suis parti en ne savant pas ce qui m'attendait et qui j'allais croiser sur mon chemin. J'ai coupé à travers le bois pour gagner quelques kilomètres. Je me suis éloigné du domicile familial sans me retourner. Mon sac à dos comportait 2 bouteilles de 1,5 litres, des dattes et c'est tout. J'avais en ma possession un sac plastique pour protéger le médicament d'une averse ou de la neige. J'ai couru. Quelquefois, j'ai dû faire des écarts sur la route afin de contourner des corps gisant à même le sol. L'odeur était insupportable. J'avais envie de vomir, moi qui étais déjà en plein effort. J'ai évité de regarder. J'ai suivi la route principale. Au bout d'approximativement 4 heures, je suis arrivé à bon port. J'étais déjà fatigué. Je n'osais même pas imaginer le retour. Je suis entré sans précaution dans l'hôpital. Cette fois-ci, je suis tombé nez à nez avec un médecin, ou du moins un homme avec une blouse blanche. On aurait cru un zombie. Ce dernier m'a amené dans une pièce bondée de malades. Il m'a signalé que la grippe était très virulente cette année et qu'elle ferait beaucoup de morts. J'ai décrit les symptômes que possédait ma mère avec le plus de précision possible. Le docteur m'a demandé de le suivre dans une autre pièce. Il m'a demandé d'attendre. Il est revenu au bout de 10 bonnes minutes avec des antibiotiques. J'ai demandé comment cela se faisait que son hôpital n'avait pas été pris pour cible par des bandes armées. Il m'a répondu que personne n'avait le courage de se rendre sur ce site trop isolé, sauf en cas de maladie. Je l'ai vivement remercié de m'avoir délivré les antibiotiques pour soigner ma mère. Celui-ci m'a affirmé que c'était son travail de venir en aide des patients dans la mesure du possible. Il m'a proposé de remplir mes bouteilles d'eau, ce que j'ai accepté en espérant que son eau n'était pas infectée et contaminée. À ce moment, j'ai eu une pensée pour ma voisine infirmière qui avait le même état d'esprit que ce médecin. Sauver des vies. Sans tarder, j'ai repris le chemin du retour. J'ai pensé à ma mère sur tout le trajet. C'était la seule motivation que je me mettais en tête pour poser un pas devant l'autre. J'avais mal aux pieds, le souffle coupé, j'avais le ventre vide et je devais faire le retour dans les plus brefs délais. Ma souffrance n'était rien comparée à celle ressentie par ma maman. Bien sûr, le retour a été plus physique que l'aller. J'avais le vent en pleine face. Difficile d'avancer, mais je n'avais pas le choix. À 5 km du domicile, il s'est mis à légèrement pleuvoir et la nuit commençait à tomber. J'ai fini par arriver exténué avec des spasmes, des douleurs au ventre et les lèvres sèches. J'ai eu beaucoup de mal à me réchauffer. J'avais les mains et les pieds gelés. Il ne fallait pas que je sombre dans la maladie à mon tour. J'ai mangé une soupe qui m'avait revigoré et je suis parti me coucher sans demander mon reste. Jour 116. Retour à la normale. Ma maman va beaucoup mieux. La prise de son traitement a été très efficace. C'est une chance que cet homme ait pu me fournir la bonne médication et qu'il possède encore un stock de médicaments dans la pharmacie de l'hôpital. Les médecins méritent leur salaire. Dommage que les métiers d'aide-soignante et d'infirmière ne soient pas autant reconnus. Moi, j'ai encore des courbatures, mais j'ai moins de douleurs abdominales. J'ai perdu plus de 3 kilos dans cette course folle et risquée. Je n'avais pas le choix. Nous savions qu'il n'y avait plus d'électricité dans le nord du pays. Mais est-ce que c'était la même situation dans le sud ? Nous commencions à perdre espoir et à nous demander si l'électricité allait de nouveau revenir un jour de manière définitive. Combien de temps il faudrait en plus pour avoir un retour à la normale ? L'ordre devait être rétabli afin que nous puissions enfin de nouveau nous déplacer en toute sécurité. Il en est de même pour l'accès aux soins. S'ils avaient dit vrai, avec qui et comment les mercenaires pouvaient-ils négocier pour rétablir l'électricité ? Pour notre part, nous savions exactement pourquoi il y avait eu un blackout et un bref retour de la situation à la normale. Mais que devait penser le restant de la population ? Est-ce qu'ils porteraient une oreille attentive à la vérité ? Est-ce qu'ils ne préféreraient pas rester dans le déni ? À plusieurs reprises, avec mon frère, nous avons abordé l'accueil que nous avait fait le ministère de la Défense quand nous avons voulu leur faire part d'une information de la plus haute importance. Personne n'avait voulu nous recevoir et même nous écouter. Sur le moment, notre amertume était bien présente. Marcher des centaines de kilomètres pour obtenir un tir de sommation en retour, quelle frustration ! Jour 120. Un nouveau déplacement prévu vers la machine 1. Qui sont les mercenaires ? Le gouvernement ? Après maintes réflexions, afin d'en avoir le cœur net, nous avons décidé de retourner à la machine se trouvant la plus proche de nous,
c'est-à-dire le cube 1, à proximité du pénitencier. Toutefois, un risque subsiste, celui de se faire surprendre à notre approche du cube géant. Étant donné la situation, même si ces mercenaires nous logeaient une balle dans la tête, qu'ils faisaient disparaître nos corps, personne n'en serait inquiété. En effet, la plupart des habitants s'alarment en priorité de ce qu'ils vont pouvoir manger et de l'hiver qui s'approche à grands pas. Ma mère estimait que nous avions suffisamment pris des risques et qu'il était temps pour nous d'arrêter de vouloir rétablir la situation. Nous n'avions pas de compte à rendre à qui que ce soit. De son point de vue, c'était l'État qui devait faire le nécessaire. Pour ma mère, le gouvernement allait bientôt de nouveau fournir de l'électricité. Cela n'était plus qu'une question de jours. J'avais envie de la croire, mais malheureusement, au fond de moi, je pensais tout le contraire. Mes deux autres frères aussi. Jour 122. Une nouvelle excursion. Jour de notre nouvelle expédition. Mon frère cadet et moi, nous avions maintenant de bonnes connaissances en termes de déplacement furtif. Cela a été possible grâce à l'explorateur et au titan. Le risque de blessure ou de mort existe toujours, mais nous ne préférions pas penser à ce genre de situation à risque. Arrivés à environ 5 km de la machine, nous avons pris encore plus de précautions dans notre déplacement en nous couvrant de boue. Nous commencions à parfaitement connaître cette zone. Par contre, le risque zéro n'existe pas face à des militaires aguerris. Nous savions que nous prenions de très gros risques en nous approchant de la machine 1. Si nous sommes pris pour du gibier, nous n'aurons même pas le temps de nous enfuir. Ce fut une situation très stressante et nous avons mis beaucoup de temps à parcourir les 2 derniers kilomètres. Sur la fin, nous étions en train de ramper. C'était extrêmement éprouvant. Étant fortement armés, ces personnes devaient avoir du matériel, des jumelles, peut-être même des mines, pour voir ou entendre toute intrusion qui s'approcherait un peu trop du cube, de jour comme de nuit. En effet, une fois sur place, nous avons trouvé un périmètre de sécurité autour de la machine. Des hommes faisaient des rondes. Les mercenaires avaient également investi la prison. On a pu voir du personnel sortir du bâtiment. Impossible de savoir le nombre de militaires qui protègent ce type de machine. Maintenant, il fallait savoir qui étaient ces brassards rouges. Ces derniers devaient être sur les nerfs, en ayant trouvé leurs collègues morts, découpés, tués par le cube 1. Nous avons dormi dans nos trous respectifs creusés par nos soins cette fois-ci. Nous ne pouvions rester plus de 3 jours au risque de manquer de provisions. Nous avons pensé kidnapper un soldat, mais comment faire pour attaquer un homme armé sans que celui-ci n'ait le temps de se défendre ou de crier? Et surtout, comment le déplacer et ne pas attirer l'attention de ses collègues? Il se rendrait rapidement compte qu'un soldat manquait à l'appel. C'était une mauvaise idée. La nuit allait être longue avec ce froid qui traversait nos os et qui nous faisait trembler tout le corps. C'est la fin de la vidéo numéro 16. Pour vous, que va-t-il se passer dans l'épisode 17? La prochaine vidéo ira du jour 123, tentative de renversement de la machine 1, au jour 125, sacrifice. Nous vous remercions pour l'écoute et le visionnage de cette vidéo. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt.